Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Métellier, présentent L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero, interprétée par Hélène Losser. L'art de simuler la douleur. Comme je n'ai pas eu d'enfant, ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie, ce sont mes morts. Et je veux dire par là la mort de mes êtres chers. Vous trouvez ça lugubre? Peut-être même morbide? Je ne le vois pas comme ça, bien au contraire. Pour moi, c'est tellement logique, tellement naturel, tellement vrai. C'est seulement lors des naissances et des morts que l'on sort du temps. La Terre stoppe sa rotation et les futilités pour lesquelles nous gaspillons nos journées tombent au sol comme des poussières colorées. Quand un enfant vient au monde, ou qu'une personne meurt, le présent se fend en deux et vous laisse entrevoir un instant la faille de la vérité, monumentale, ardente et impassible. On ne se sent jamais aussi authentique que lorsque l'on frôle ses frontières biologiques. Vous avez clairement conscience d'être en train de vivre quelque chose de très grand. Il y a bien des années, le journaliste Iñaki Gabilondo m'a dit dans une interview que le décès de sa première femme, morte très jeune des suites d'un cancer, avait été très dur, certes, mais également ce qu'il avait vécu de plus transcendant. Ces paroles m'avaient impressionné. En fait, je m'en souviens encore, alors que j'ai une confuse mémoire de moustique. À l'époque, j'avais cru bien saisir ce qu'il voulait dire. Mais après en avoir fait l'expérience, j'ai mieux compris. Tout n'est pas horrible dans la mort, bien que ce soit dur à croire. Je m'étonne de m'entendre dire ça. Mais ce livre n'est pas un livre sur la mort. En réalité, je ne sais pas bien ce qu'il est, ou ce qu'il sera. Il est là maintenant, au bout de mes doigts, à peine quelques lignes sur une tablette, un amas de cellules électroniques encore indéterminées qui pourraient très facilement avorter. Les livres naissent d'un germe infime, un œuf minuscule, une phrase, une image, une intuition. Et ils grandissent comme des zygotes, organiquement, cellule après cellule, en se différenciant en tissus et en structures de plus en plus complexes, jusqu'à devenir une créature complète et souvent inattendue. Je vous avoue que j'ai une idée de ce que je veux faire avec ce texte. Mais est-ce que le projet se maintiendra jusqu'au bout? Ou est-ce que quelque chose d'autre apparaîtra? Je me sens comme le berger de cette vieille blague, qui sculpte distraitement un morceau de bois avec son couteau, et qui, quand un passant lui demande « Mais vous faites la figure de qui ?» répond « Eh bien, s'il a de la barbe, Saint-Antoine, sinon la Sainte Vierge. » Une image sacrée, dans tous les cas. La sainte de ce livre est Marie Curie. J'ai toujours trouvé cette femme fascinante, comme pratiquement tout le monde d'ailleurs, car c'est un personnage hors norme et romantique qui semble plus grand que la vie. Une Polonaise spectaculaire qui a été capable de remporter 2 prix Nobel, le Nobel de physique en 1903 avec son mari Pierre Curie et le Nobel de chimie en 1911 en solitaire. En fait, dans toute l'histoire des Nobel, seules 3 autres personnes ont réussi à obtenir 2 récompenses. Linus Pauling, Frédéric Sanger et John Bardeen. Et seul Pauling l'a fait dans 2 catégories différentes, comme Marie. Mais Linus a remporté un prix de chimie et le Nobel de la paix. Et il faut bien reconnaître que ce dernier a beaucoup moins de valeur. Comme chacun sait, on l'a même donné à Kissinger. Autrement dit, Marie Curie reste imbattable. De plus, Marie a découvert et mesuré la radioactivité, cette propriété effrayante de la nature, de fulgurants rayons surhumains qui soignent et qui tuent, qui carbonisent les tumeurs cancéreuses dans la radiothérapie ou qui calcinent les corps après une déflagration atomique. C'est elle aussi qui a fait la découverte du polonium et du radium, 2 éléments beaucoup plus actifs que l'uranium. Le polonium, qu'elle a découvert en premier, c'est pour ça qu'elle l'a baptisé du nom de son pays,
s'est vite retrouvé éclipsé par l'importance du radium, bien qu'il soit revenu à la mode dernièrement comme une méthode d'assassinat très efficace. Rappelons-nous la terrible mort de l'ex-espion russe Alexandre Litvinenko en 2006 à la suite d'une ingestion de polonium-210, ou le cas polémique d'Arafat, un autre Nobel de la paix hallucinant. C'est donc jusqu'à ces applications sinistres qu'est allée la blanche main de Marie Curie. Mais en bien ou en mal, cette force dévastatrice se trouve au fondement même de la construction du XXe siècle et probablement aussi du XXIe. Nous vivons des temps radioactifs. L'envergure professionnelle de Madame Curie fut une bizarrerie absolue, à une époque où les femmes n'étaient autorisées à presque rien. D'ailleurs, les femmes scientifiques sont encore relativement rares aujourd'hui, et bien sûr, on leur attribue toujours les récompenses au compte-gouttes. Depuis le début des Nobel jusqu'en 2011, le prix a été remporté par 786 hommes contre 44 femmes seulement, un peu plus de 6%. Et l'immense majorité d'entre elles a été Nobel de la paix ou de littérature. Il n'y a que 4 lauréates en chimie et 2 en physique, en comptant le doublé de Curie qui élève pas mal le pourcentage. Sans parler des cas où on leur a purement et simplement volé le Nobel, comme c'est arrivé à Lise Meitner, 1878-1968, qui avait participé de manière substantielle à la découverte de la fission nucléaire, alors que la récompense a été remportée en 1944 par l'Allemand Otto Hahn, qui ne la mentionna même pas, parce qu'en plus Lise était juive et que c'était l'époque nazie. Lise eut la chance de vivre suffisamment longtemps pour commencer à être reconnue et à recevoir quelques hommages dans sa vieillesse. Je ne sais pas si ça peut compenser la blessure de toute une vie. Ce qui est arrivé à Rosalind Franklin, 1920-1958, une éminente scientifique britannique qui découvrit les fondements de la structure moléculaire de l'ADN, est encore pire. Wilkins, un collègue de travail avec qui elle entretenait une relation conflictuelle, c'était un monde encore très machiste, s'empara des notes de Rosalind et d'une photographie très importante que la scientifique avait réussi à prendre de l'ADN, moyennant un processus complexe appelé la diffraction des rayons X. Et sans qu'elle le sache ni ne l'autorise, il montra tout à 2 copains à lui, Watson et Crick, qui travaillaient dans le même domaine et qui, après s'être illégalement approprié ces découvertes, les utilisèrent pour développer leur propre travail. On ignore si Rosalind a pu avoir connaissance du vol intellectuel dont elle avait fait l'objet. Elle mourut très jeune, à 37 ans, d'un cancer des ovaires très probablement causé par l'exposition à ces rayons X qui lui avait permis d'entrevoir les entrailles de l'ADN. En 1962, 4 ans après le décès de Franklin, Watson, Crick et Wilkins décrochèrent le Nobel de médecine pour leur découverte sur l'ADN. Comme on ne peut pas gagner le prix de manière posthume, jamais Rosalind n'aurait pu le remporter, alors qu'elle le méritait incontestablement. Mais le plus honteux, c'est que ni Watson ni Crick ne mentionnèrent Franklin, ni ne reconnurent sa contribution. Enfin, c'est une histoire sale et triste, mais qui, au moins, est connue. Je me demande combien d'autres affaires d'espionnage, d'appropriation indue et de parasitisme dans l'histoire de la science n'ont jamais été étalées au grand jour. Incroyable. Pendant que je rédigeais ces lignes, une amie de ma page Facebook, Sandra Castellanos, m'a envoyé un message. Nous ne nous connaissons pas personnellement, je sais juste qu'elle vit au Canada et que c'est un bon écrivain débutant parce que je l'ai lu. Nous nous étions peu parlé depuis des mois, et tout à coup, surgi de la crépitante immensité cybernétique, je reçois ce qui suit. « Coucou Rosa, j'ai vu ça et j'ai pensé que ça te plairait. » De For the Love of Physics de Walter Levin. Les défis des limites de notre équipement rendent encore plus surprenantes les réalisations d'Henrietta Swan Leavitt, une astronome brillante mais généralement méconnue. En 1908, Leavitt travaillait à un poste secondaire de l'observatoire d'Harvard quand elle débuta son travail, qui permit d'accomplir un pas de géant dans la mesure de la distance des étoiles. Ce genre de chose s'est produit si fréquemment dans l'histoire de la science que le fait de minimiser le talent, l'intelligence et la contribution des femmes scientifiques devrait être considéré comme une erreur systémique. Et en pied de page, c'est arrivé à Lise Meitner, qui aida à découvrir la fission nucléaire, à Rosalind Franklin, qui contribua à découvrir la structure de l'ADN, et à Jocelyn Bell,
qui découvrit les pulsars et qui aurait dû partager en 1974 le prix Nobel qui fut donné à son superviseur, Anthony Jouvich. Waouh! Je ne savais rien sur Leavitt et Jocelyn Bell, mais ce qui m'a laissé sans voix, c'est cette syntonie spectaculaire entre le moment et le thème. Et plus inquiétant, ces coïncidences, qui semblent magiques, abondent dans le territoire littéraire. Mais nous en parlerons plus loin. J'étais en train d'écrire un autre roman. J'avais passé plus de 2 ans à prendre des notes, à lire des livres proches du sujet, à laisser grandir le zygote dans ma tête. Je l'avais finalement commencé. Autrement dit, j'étais passé à l'acte. Je m'étais assise devant l'ordinateur et mise à taper. C'était en novembre 2011. Toute l'intrigue se déroule dans la jungle, ce ventre végétal putréfié, étouffant, à rendre dingue. J'ai écrit les 3 premiers chapitres, et ils me plaisent. En plus, je sais tout ce qui va se passer ensuite. Et ça me plaît aussi. Je crois que ça peut être émouvant pour moi d'écrire ça. Et pourtant, à la fin du mois de décembre, j'ai laissé tomber cette histoire, peut-être pour toujours. J'espère que non. De toute ma vie, je n'ai abandonné qu'un seul autre roman en cours d'écriture. C'était en 1984, et il faisait alors une centaine de pages. Je les ai jetés, sauf les 5 ou 6 premières, que j'ai publiées sous forme de nouvelles sous le titre La Vida Facile, dans mon livre Amantes y Enemigos. Ce roman ne reviendra jamais. Je n'en ressens plus les personnages, leurs péripéties ne m'intéressent plus, je me suis lassé du sujet. Pour pouvoir écrire un roman, pour endurer les très longues et fastidieuses séances de travail assis que ça implique, mois après mois, année après année, il faut que l'histoire garde des bulles de lumière dans votre tête. Des scènes qui sont des îles d'émotions brûlantes. Et c'est à cause du désir d'en arriver à l'une de ces scènes, qui vous ne savez pas pourquoi vous couvre de frissons, que vous traversez peut-être des mois d'ennui royal et insoutenable au clavier. De sorte que le paysage que vous entrevoyez quand vous commencez une œuvre de fiction est pareil à un long collier d'obscurité éclairé de temps à autre par une grosse perle iridescente. Et vous avancez laborieusement sur ce fil d'ombre, d'une perle à l'autre, attirés comme les mythes par leur éclat, jusqu'à atteindre la scène finale, qui est pour moi la dernière de ces îles de lumière, une explosion irradiante. Évidemment, chaque roman contient peu de perles. Avec de la chance, avec beaucoup de chance, peut-être 10. Mais vous pouvez même vous débrouiller avec 4 ou 5, si elles sont suffisamment puissantes pour vous, si elles sont enivrantes, si vous les sentez tellement grandes qu'elles ne vous tiennent pas dans la poitrine et que vous vous dites « Moi, ça, il faut que je le raconte ». Car si vous ne le faisiez pas, vous soupçonnez que cette scène exploserait à l'intérieur de vous et que vous finiriez par souffler des jets de vapeur par le nez. Et avec ce roman de 1984, les lampions de la fête se sont éteints. Le besoin, le tremblement et l'enchantement ont pris fin. Ce fut un vrai avortement, et en plus si tardif, disons métaphoriquement au 5e mois environ, que ma santé littéraire s'en est ressentie. J'ai été prise par la sécheresse, comme disait Donoso. Et j'ai passé presque 4 ans sans pouvoir écrire. Un satané enfer. Parce qu'en perdant l'écriture, j'avais perdu le lien avec la vie. Je ressentais une atonie, une distance avec la réalité, une grisaille qui éteignait tout, comme si je n'étais pas capable de m'émouvoir de ce que je vivais si je ne l'élaborais pas mentalement à travers des mots. En y regardant bien, il est possible que Fernando Pessoa se rapporte à ça dans ses vers célèbres. Feindre est le propre du poète, il feint si complètement qu'il arrive à feindre qu'est douleur, la douleur qu'il ressent vraiment. Peut-être que l'écrivain est un type plus ou moins cinglé qui est incapable de ressentir sa propre douleur s'il ne feint pas ou ne la construit pas avec des mots. Avec ces mots qui collent les choses à leur place, qui complètent, qui consolent, qui calment, qui vous rendent conscient d'être vivant. Ça alors, tous ces termes me sont venus avec un C. Extraordinaire. Le carillon aveugle du cerveau. Je ne crois pas que mon récit de la jungle soit aussi mort que celui de 1984, qui avait fini par me bloquer.
Je veux penser que c'est un simple manque de syntonie entre ce thème et moi, que ce n'était pas ce que je voulais écrire maintenant, ou que j'avais besoin de raconter autre chose avant. Ce roman est apparu dans ma tête durant les mois de la maladie de mon mari. C'est l'intrigue la plus sombre, la plus désespérée et angoissante que j'ai jamais conçue. Et je ne m'y vois pas à présent. Je ne veux pas me fourrer là-dedans. Je n'ai pas envie de passer l'année prochaine coincée dans cette jungle écrasante. J'en étais là lorsqu'un mail d'Elena Ramirez, éditrice chez Sex Barral, est arrivé. Elle me proposait de faire une préface pour Unikos, une collection de petits livres très courts. Le texte dont elle voulait que je parle était le journal de Marie Curie, guère plus d'une vingtaine de pages, rédigé au cours de l'année qui a suivi la mort de son mari, décédé à 47 ans, écrasé par une voiture à cheval. Et cette sage, cette sorcière, cette fée d'Elena Ramirez disait « J'ai pensé à toi parce que ça reflète avec un dépouillement cru le deuil lié à la perte de son mari. Je crois que si le texte te plaît, tu pourrais faire quelque chose de formidable sur le personnage ou sur le dépassement, si on peut appeler ça comme ça, du deuil en général. Je crois aussi que selon comment tu te plongeras dans le livre et comment tu te sentiras en écrivant, ce pourrait être une préface ou bien le corps central du texte, et le journal de Curie un complément. Je laisse la porte ouverte à toute surprise. » J'ai lu le texte, et il m'a impressionné. Mieux, il m'a happé. Mais ce livre n'est pas non plus un livre sur le deuil. Ou pas seulement. J'ai acheté une demi-douzaine de biographies de Madame Curie, dont je savais déjà certaines choses auparavant, mais pas tant que ça. Et un truc informe a commencé à pousser dans ma tête. L'envie de raconter son histoire à ma façon. L'envie d'utiliser sa vie comme un maître étalon pour comprendre la mienne. Et je ne suis pas en train de parler de théorie féministe, mais de tenter de démêler quelle est la place de la femme dans cette société où les places traditionnelles ont été effacées. L'homme est perdu lui aussi, bien sûr, mais qu'un homme explore donc ce marécage. L'envie de fureter aux quatre coins du monde, de mon monde, et de réfléchir à une série de mots qui éveillent en moi des échos, des mots qui tournent dernièrement dans ma tête comme des chiens errants. L'envie d'écrire comme on respire, avec naturel, avec légèreté. Petite, j'ai attrapé la tuberculose. De mes 5 ans à mes 9 ans, je ne suis pas allée à l'école, et d'après la légende familiale, j'ai été sauvée par un pédiatre appelé Don Rusto, qui était un médecin merveilleux et un grand monsieur, et qui ne faisait pas payer quand il n'y avait pas d'argent. Je me souviens bien des nombreuses visites chez Don Rusto. Nous habitions loin, nous devions prendre l'autobus, et j'arrivais toujours nauséeuse. En ce temps-là, quand presque personne n'avait de voiture à soi, et que les gens voyageaient peu en véhicule à moteur, il était assez habituel d'être malade quand on montait dans une automobile. Au fond de son cabinet, Don Rusto avait une sorte de cagibi où se trouvait la machine à rayons X. À maintes et maintes reprises, chaque fois que je suis allée le voir pendant ma maladie et les visites de contrôle des années suivantes, Don Rusto me plaçait debout dans la machine, le torse nu parce qu'il venait de m'ausculter. Il me faisait me tenir bien droite, le dos collé au métal glacé. Puis il approchait l'écran à rayons de ma poitrine, désagréablement froid lui aussi. J'appuyais le menton sur le bord supérieur. L'appareil avait un léger arôme, semblable au fer. Un Roland que j'ai reconnu ensuite dans l'odeur du sang. Don Rusto et ma mère s'installaient devant la machine, sans aucune protection. Et après avoir éteint la lumière, le spectacle commençait. Je me souviens de la pénombre du cabinet et des visages du pédiatre et de ma mère éclairés par la lueur bleutée des rayons. « Vous voyez, Doña Amalia ?» disait Don Rusto en pointant son doigt vers un recoin de ma poitrine. « Cette partie-là apparaît plus blanche, parce que la lésion est en train de se calcifier. » Il regardait et il bavardait avec enthousiasme, pendant un temps qui à moi me paraissait très long, fasciné par le spectacle de mes entrailles. Je me sentais importante, mais également gênée et inquiète. Cette obscurité, cette lueur spectrale qui semblait les transformer en fantômes,
sans parler de l'idée dégoûtante qu'il puisse voir mes tripes. Je calcule aujourd'hui la quantité de radiation que nous avons dû tous recevoir, et ça me glace le sang. Bien qu'il soit rassurant de savoir que Don Rusto est décédé presque centenaire et que ma mère est toujours vivante et vaillante à 91 ans. Tout ceci s'est passé à la fin des années 50, début des années 60. Marie Curie était morte, détruite par le radium, un quart de siècle plus tôt. Je repense maintenant à cet éclat froid qui sortait de ma poitrine comme un ectoplasme et au bourdonnement de la machine. Et je ressens une proximité profonde, une étrange intimité avec cette scientifique polonaise aux sourcils froncés. D'une certaine façon, son travail a aidé à me diagnostiquer et à me guérir. Sans parler du fait que la mère de Marie était morte de tuberculose. Et en plus, moi aussi, j'ai vu cette lueur bleue que Madame Curie aimait tant. Disons que j'ai été une enfant radioactive, et je suis maintenant une femme mûre, d'âge avancé, ou une jeune vieille, qui depuis quelques années habite à 2 pâtés de maison de l'ancien cabinet de Don Rusto, c'est-à-dire à 100 mètres de là où se trouvait cette ancienne machine à rayons X qui sentait pareil que le sang. L'appartement est désormais un cabinet de gynécologie. Parfois, j'ai l'impression que l'on se déplace dans la vie en passant et repassant toujours aux mêmes endroits, comme dans un jeu de loi déconcertant. Marie Curie ne fut pas seulement la première femme à recevoir un prix Nobel, et la seule à en recevoir 2, mais aussi la première à être diplômée en sciences à la Sorbonne, la première à obtenir un doctorat de sciences en France, la première à avoir une chaire. Elle fut la première sur tant de fronts qu'il est impossible de les énumérer. Une pionnière absolue, un être différent. Elle fut aussi la première femme à être enterrée pour ses mérites personnels au Panthéon des grands hommes de Paris. On y a porté sa dépouille le 26 avril 1995 avec beaucoup de pompe et d'ostentation. À propos, au Panthéon se trouvent aussi Pierre Curie et Paul Langevin, l'époux et l'amant de Marie. Et le discours du président Mitterrand, déjà très malade à ce moment-là, a encensé la lutte exemplaire d'une femme dans une société où les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques étaient réservées aux hommes. Étaient, a-t-il dit. Comme si ces inégalités étaient complètement révolues dans le monde contemporain. Marie Curie reste pourtant la seule femme enterrée au Panthéon. Et le Panthéon s'appelle toujours, manquerait plus que ça, des grands hommes. Comment cette Polonaise sans soutien ni argent a-t-elle conquis tout ça, si tôt, si seule, si à contre-courant? C'était une femme nouvelle, une guerrière, une mutante. Est-ce pour ça qu'elle était toujours si sérieuse, si triste? Est-ce pour ça qu'elle avait cette expression si tragique sur toutes ses photos? Même sur les instantanés d'avant son veuvage. Je repense maintenant à cette vieille blague du berger qui sculptait un bout de bois, et je me dis que ce qui surgira de ce livre sera peut-être un hybride, et qu'il fallait que Marie soit à la fois Saint Antoine et la très sainte Vierge pour réussir à faire tout ce qu'elle a fait. L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. La douleur véritable est indicible. Si vous pouvez parler de ce qui vous angoisse, vous avez de la chance. Ça veut dire que ça n'est pas si important. Parce que quand la douleur s'abat sur vous sans palliatif, ce qu'elle vous arrache en premier, c'est les mots. Il est probable que vous reconnaissiez ce que je dis. Vous l'avez peut-être vécu. Car la souffrance est une chose très commune dans toutes les vies, comme la joie. Je parle de cette douleur qui est tellement grande qu'elle ne semble même pas naître à l'intérieur de vous. C'est plutôt comme si vous aviez été enseveli par une avalanche. Voilà comment vous vous trouvez, tellement enterré sous des tonnes de tristesse rocheuse que vous ne pouvez même pas parler. Vous êtes sûr et certain que personne ne va vous entendre. En cela, quand on y pense, ça ressemble beaucoup à la folie. Dans mon adolescence et ma prime jeunesse, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse. C'était des attaques subites de panique, des vertiges, une sensation aiguë de perte de la réalité, la terreur d'être en train de devenir folle. C'est précisément pour ça que j'ai étudié la psychologie à l'université Complutense. J'ai laissé tomber en 4e année.
Je pensais être folle. En réalité, je crois que c'est la raison pour laquelle 99% des professionnels du secteur ont fait des études de psychologie ou de psychiatrie. Les 1% restants sont des enfants de psychologues ou de psychiatres, et ceux-là vont encore plus mal. Et notez bien que ça ne me pose pas de problème. Aborder la pratique thérapeutique en ayant connu ce qu'est le déséquilibre mental peut vous donner plus de compréhension, plus d'empathie. Pour ma part, ces crises angoissantes ont élargi ma connaissance du monde. Je me félicite aujourd'hui de les avoir eues. J'ai su comme ça ce qu'était la douleur psychique, qui est dévastatrice dans ce qu'elle a d'ineffable. Car la caractéristique essentielle de ce que nous appelons la folie, c'est la solitude. Mais une solitude monumentale. Une solitude tellement grande qu'elle ne rentre pas dans le mot solitude, et que vous ne pouvez même pas arriver à l'imaginer si vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est sentir que vous vous êtes déconnecté du monde, qu'on ne va pas pouvoir vous comprendre, que vous n'avez pas de mots pour vous exprimer. C'est comme parler une langue que personne d'autre ne connaît. C'est être un astronaute flottant à la dérive dans l'immensité noire et vide de l'espace intersidéral. Je parle d'une solitude de cette grandeur-là. Et il se trouve que dans la douleur véritable, dans cette douleur avalanche, quelque chose de semblable se produit. La sensation de déconnexion n'est pas aussi extrême, mais vous ne pouvez pas non plus partager ni expliquer votre souffrance. La sagesse populaire le dit bien. Un tel est devenu fou de douleur. La peine aiguë est une aliénation. Vous vous taisez et vous vous renfermez. C'est ce qu'a fait Marie Curie quand on lui a apporté le cadavre de Pierre, s'enfermer dans le mutisme, dans le silence, dans une apparente froideur de marbre. Ils étaient mariés depuis 11 ans et ils avaient 2 filles, la plus jeune de 14 mois. Pierre était sorti comme toujours ce matin-là pour aller au travail, il avait déjeuné avec des collègues, et en retournant au laboratoire, il avait glissé et était tombé devant un lourd attelage de transport de marchandises. Les chevaux l'évitèrent, mais une roue arrière lui broya le crâne. Il mourut sur le coup. J'entre dans le salon, on me dit « il est mort ». Peut-on comprendre des paroles pareilles ? Pierre est mort. Lui que j'ai vu partir bien portant ce matin. Lui que je comptais serrer dans mes bras le soir. Je ne le reverrai que mort et c'est fini à jamais. Jamais. Toujours. Des mots absolus que nous ne pouvons pas comprendre, nous qui sommes des petites créatures piégées dans notre petit temps. Avez-vous déjà joué, enfant, à essayer d'imaginer l'éternité ? L'infini se déployant devant vous comme un ruban bleu vertigineux et interminable. C'est la première chose qui vous frappe dans un deuil, l'incapacité de le penser et de l'admettre. L'idée ne vous tient tout simplement pas dans la tête. Mais comment est-il possible qu'il ne soit pas là ? Cette personne qui occupait tant d'espace dans le monde, où est-elle passée ? Le cerveau ne peut pas comprendre qu'elle a disparu pour toujours. Et toujours, c'est quoi, bon sang ? C'est un concept inhumain. Je veux dire que c'est au-delà de notre capacité d'entendement. Mais comment ça, je ne vais plus jamais le revoir ? Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans un an. C'est une réalité inconcevable que l'esprit rejette. Ne plus jamais le revoir est une mauvaise blague, une idée ridicule. Quelquefois, j'ai l'idée absurde que tout cela est une illusion et que tu vas rentrer. N'ai-je pas eu hier, en entendant fermer la porte d'entrée, l'idée absurde que c'était toi ? Après la mort de Pablo, je me suis moi aussi surprise à penser pendant des semaines « Bon, voyons un peu, s'il arrête de faire l'imbécile et s'il revient une bonne fois pour toutes. » Comme si son absence était une blague qu'il était en train de faire pour m'agacer, comme ça lui arrivait parfois. Comprenez-moi bien. Il ne s'agissait pas d'une pensée véritable et complètement assumée, mais d'une de ces idées à moitié formées qui ondulent au bord de la conscience, comme des poissons nerveux et glissants. De la même façon, tout le monde sait que beaucoup de gens croient voir dans la rue l'être aimé qu'ils viennent de perdre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ursula K. Le Guin raconte ça très bien dans un poème sobre intitulé « On Hemlock Street », dans la rue Sigu. « I see broad shoulders, a silver head, and I think John, and I think dead. » Je vois de larges épaules,
une tête argentée, et je pense John, et je pense mort. J'ai eu l'immense chance et le privilège de nouer une certaine amitié avec Ursula K. Le Guin, qui est l'un des écrivains dont je reconnais consciemment le rôle de mentor sur mon œuvre. L'autre est Nabokov. Quand je lui ai écrit il y a quelques mois, en racontant que je voulais faire un livre sur Madame Curie, elle a répondu. J'ai lu une biographie de Marie Curie quand j'avais 15 ou 16 ans. Elle incluait pas mal de citations de son journal. J'avais été impressionnée, émerveillée et effrayée. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais ce dont je me souviens, c'est qu'après la mort de Pierre dans la rue, elle avait gardé un mouchoir avec lequel elle avait tenté de nettoyer son visage. Une partie de son sang et de sa cervelle était restée dans le tissu, et elle l'avait gardé, caché de tous, jusqu'à ce qu'elle doive le brûler. Cette image m'a hantée de façon angoissante pendant toutes ces années. Sapristi, me suis-je dit. Ce détail, je ne l'ai vu dans aucune des biographies que j'ai utilisées. Compte tenu de l'âge d'Ursula, elle est née en 1929, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être du livre que la deuxième fille de Marie, Ève, avait écrit sur sa mère en 1937. Au moment où j'ai reçu le mail de Le Guin, je n'avais pas encore lu cet ouvrage épuisé, dont j'ai dû suivre la trace à travers toute la planète avant d'obtenir un exemplaire d'occasion en anglais. De sorte que les mots d'Ursula m'ont fait relire avec attention le court journal de Madame Curie. Et j'ai découvert un paragraphe qui, à la lumière de cette sinistre explication, avait un sens très révélateur. Avec ma sœur, nous brûlons tes vêtements du jour de la catastrophe. Dans un grand feu, je jette découpés les lambeaux d'étoffe avec les caillots de sang et les débris de cervelle. Horreur et misère. Je baise ce qui reste de toi sur tout cela. À ma première lecture, j'avais présumé qu'elles avaient brûlé ce costume peu après l'accident, et j'avais pris ce « je baise ce qui reste de toi » pour une métaphore. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.